UPR.fr, c'est notre site, le site du parti que j'ai créé, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et notre chaîne YouTube Union populaire républicaine a dépassé les 10 millions de vues, ce qui est considérable. Je vais vous donner un exemple. Comment vous expliquez ça? Mais j'explique ça par le fait que nous avons demandé beaucoup, gentiment, poliment, à beaucoup de chaînes de radio et de télévision, les grandes chaînes de radio et de télévision depuis des années, d'être invités. Et puis à chaque fois, on me disait non. Voilà, il y avait une fin de non-recevoir. Parce que quand on voit les sondages, et on va les voir, vous êtes dans l'infinitésimal, dans le 0,5. Mais vous voyez bien que les sondages sont faux. Pendant qu'hier, nous avons eu 6500 personnes. C'est vraiment considérable. C'est à l'endroit même où s'était tenu le 3 décembre dernier la primaire, vous savez, la réunion pour la primaire du Parti socialiste, la Belle Alliance populaire, où il y avait eu 2500 personnes à tout casser. D'ailleurs, la presse s'en était fait l'écho. Et moi, je voyais hier les propriétaires des lieux qui n'en revenaient pas. Effectivement, on a fait pratiquement 3 fois plus de monde que les socialistes. Bon, au même moment hier, il se tenait à l'île de la Réunion, il y avait une réunion avec Monsieur Macron, et qui a tourné au fiasco. Il n'a pas fait le plein. Non seulement il n'a pas fait le plein, mais les gens s'en allaient, parce que les gens, ils écoutent Monsieur Macron, et ils se rendent compte que c'est absolument creux, que c'est vide, ce sont des slogans totalement vides. Et les gens finissent par choisir la qualité. Nous, si nous avons tant de monde, il fallait voir la ferveur, il fallait voir l'enthousiasme et la ferveur. Il y a personne qui est parti avant, il y a des gens qui sont arrivés pendant. Il fallait voir la ferveur. Et pourquoi ça? Parce que moi, je vais au fond des choses, parce que depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique pour rappeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. 1, je n'ai jamais varié. 2, je refuse toute ambiguïté. On parlera sans doute des programmes de quelques autres candidats. Qui se rapprochent de beaucoup d'autres. J'imagine ce que vous allez me dire. Je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire le seul qui prend l'engagement solennel. Si je suis élu, la première chose que je fais, parce que c'est la première chose que je fais, attendez, je termine mon propos. La première chose que je fais, je convie les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à venir, et je leur annonce la décision souveraine des Français de sortir de l'Union européenne, ce que vont faire les Britanniques le 29 mars de ce mois. Ça fait 10 ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai encore jamais été invité sur France Inter. Voilà. Alors, si vous avez des amis chez France Inter, dites-moi. Là, rien qu'avec les temps de parole, ils vont être obligés de nous inviter, je pense. En revanche, j'ai eu quelques éditoriaux à mon encontre où on m'a insulté. François Asselineau, c'est quand même extraordinaire, là, ce que vous faites. Quand on voit les combinaisons politiques qu'il faut, justement, pour exister, la droite, la gauche, la recomposition, l'histoire, vous y allez comme ça. J'ai créé. Boum. Oui. Ça vous choque? Pas du tout. Vous savez, les Français, pourquoi est-ce que notre mouvement politique grimpe à une façon vertigineuse? Je crois que beaucoup de journalistes ont pas vu venir ce qui était en train d'arriver. Actuellement, quand je vous dis que nous avons notre mouvement 300 adhérents de plus tous les jours, c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Voilà. Or, les Français actuellement, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de la politique politicienne, ras-le-bol des têtes qu'ils ont toujours vues. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, parmi les 11 candidats. Je suis le seul. Alors vous êtes en politique depuis longtemps, sous Charles Pasqua, sous Jean Tibéry. Non. Si, vous êtes présenté aux législatives. Vous êtes un homme de cabinet, vous avez fait HEC, l'ENA, vous êtes aussi du système. Mais d'abord, je n'ai pas dit que j'étais anti-système. Ça, je sais pas des qualificatifs que j'ai. J'ai fait HEC. Allez-vous me le reprocher? Pas du tout. J'ai fait l'ENA. Allez-vous me le reprocher? Je suis sorti vice-major. J'ai pris l'inspection générale des finances, qui est un des grands corps de l'État. Et vous étiez dans beaucoup de cabinets ministériels. Oui, ensuite, j'ai été dans des cabinets ministériels. Alors, est-ce que c'est faire de la politique? C'est un petit peu à mi-chemin entre l'administration et la politique, puisque ce n'était pas vraiment de la politique. Mais c'est vrai que j'ai travaillé au cabinet, notamment, du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement Balladur, sous la présidence François Mitterrand, et au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé II, sous la présidence de Jacques Chirac. De telle sorte que pendant 4 ans, au cours des années 90, j'ai été dans les allées du pouvoir. Ça, c'est pour dire je suis un homme d'expérience. Mais je suis un homme... écoutez, excusez-moi de le souligner. Enfin, je suis bien obligé de faire un petit peu ma publicité, puisque les Français ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis quelqu'un de solide, qui connaît ses dossiers. Et un de vos confrères un jour m'a dit, vous savez pourquoi on ne veut pas vous inviter? Personne ne vous dit le contraire, d'ailleurs. Je connais mes dossiers à fond.
Et moi, je fais ce que je fais parce que j'ai découvert, en allant dans les allées du pouvoir, en accompagnant François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, moi j'avais préparé les parties économiques et commerciales du dossier, c'était pour vendre le TGV en Corée, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ensuite, j'avais accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite, j'avais accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, dans toute l'Amérique latine. J'ai été reçu par le pape Jean-Paul II au Vatican. Sauf j'ai déjeuné avec Nelson Mandela. Des dizaines d'attachés ministériels qui se présentent pas à la présidence. Oui, mais attendez, non, mais des gens ayant cette expérience, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je me permets d'insister sur le fait que parmi les 11 candidats qui se présentent aujourd'hui devant les Français, je suis l'un de ceux qui a le plus d'expérience en matière internationale, mais aussi en matière économique et financière. François Asselineau, où vous vous situez aujourd'hui, souverainiste, eurosceptique, à droite, très à droite? On a du mal sur l'échiquier politique à vous mettre en quelque part, où vous dites finalement, moi ça me va, à bas les étiquettes? Écoutez, vous êtes journaliste. Bon, normalement un journaliste, il va se renseigner auprès de la seule autorité en France qui est habilitée à donner une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Et vous êtes classé dans les divers. Le ministère de l'Intérieur n'avait pas de raison particulière de mettre favorable. Bon. Avant les élections européennes, puis les élections régionales, ils ont examiné à la loupe tout ce que j'ai pu dire, écrire, les analyses et les propositions, et ils ont conclu que nous étions un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Moi, je préfère dire au milieu des Français. Bon. Ça veut dire que je vous mets au défi d'aller regarder dans notre programme... Macron dit la même chose. Non, il y a une grande différence entre M. Macron et moi. Vous savez quelle est la différence? Allez-y. C'est que M. Macron, il dit une chose différente à chacun. Il va chez les socialistes, il dit j'ai toujours été socialiste. Ensuite, il rencontre Philippe de Villiers, il dit je n'ai jamais été socialiste. Bon, en fait, il dit c'est le caméléon parfait, c'est-à-dire vous le mettez sur un tissu rouge, il est rouge, sur un tissu bleu, il est bleu. Bon, vous savez comment on coince un caméléon, il faut le mettre sur un tissu écossais. Bon, moi, je dis toujours la même chose à tout le monde, c'est-à-dire que je dis aux gens qui m'ont rejoint et qui sont plus de 20 600 et qui viennent de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, avec d'ailleurs une majorité de gens de gauche. Hier, par exemple... On en trouve beaucoup dans vos meetings, justement, oui, hier, des anciens qui ont voté socialiste, même à l'extrême gauche. Voilà. C'est ça le profil des militants, de vos électeurs? Et plutôt ça, parce que c'est un mouvement qui refuse tout extrémisme, qui n'a par exemple strictement rien à voir avec les propos anti-immigrés, islamophobes, etc. de Madame Le Pen. C'est un parti qui se concentre sur l'essentiel, le plus grand dénominateur commun des Français, c'est-à-dire récupérer leur souveraineté nationale, c'est-à-dire leur démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va peut-être parler de l'euro. Si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, alors justement, ça n'est votre colonne vertébrale, c'est ça, c'est sortir de l'Europe, de l'euro, aussi de l'OTAN, et tout ira mieux? Pourquoi est-ce que je veux sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Parce que l'Union européenne nous a volé notre démocratie, parce qu'elle nous impose des politiques que les Français ne veulent pas, et parce qu'elle nous entraîne à la ruine. Je vais prendre 2-3 exemples, si vous me le permettez. Pourquoi y a-t-il des délocalisations industrielles? Parce qu'il y a un article, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui force à la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça n'existait pas avant 92. Et dans la langue française, le mot même de délocalisation est apparu en 1993, lorsqu'une entreprise, il s'agissait d'une entreprise Hoover à Dijon qui fabriquait des aspirateurs, a transféré son usine à l'étranger. Les délocalisations, c'est aussi dû à la mondialisation en général. Non, monsieur. C'est pas que l'Europe. Non. La mondialisation... Quand le textile est allé faire des t-shirts en Chine, c'était pas l'Europe. Bien sûr que si. Quand Moulinex est allé faire son petit électroménager ailleurs qu'en Normandie, c'était pas dû à l'Europe, c'était les coûts salariaux qui étaient moins chers. C'est justement dû à la libre circulation des mouvements de capitaux. Écoutez, jusqu'en 1992, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Qui dit contrôle ne dit pas interdiction, dit contrôle. Par exemple, Peugeot avait eu l'autorisation d'aller s'implanter en Iran pour y fabriquer des voitures. Bon, il retourne en ce moment. Voilà. Mais maintenant, là, ce dont il s'agit, c'est que si on veut lutter contre les délocalisations torrentielles, il n'y a pas d'autre solution que celle qui consiste à rétablir les mouvements de capitaux. C'est pas la seule chose. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne condamne les services publics, nous force à privatiser les services publics. Je veux renationaliser les grands services publics à la française, dont d'ailleurs certains sont encore largement nationalisés. Mais je veux interdire GDF, France Télécom, qui s'appelle Orange, La Poste, la SNCF. Oui, et même TF1. TF1. Absolument. Pourquoi et les grandes banques bénéficiant de fonds publics. Ainsi, je me permets de préciser que les grandes sociétés d'autoroutes
dont la gestion a été privatisée, ainsi également que les grandes sociétés de concession. Je ne vais pas tout renationaliser, c'est un programme qui est renationaliser TF1, par exemple. Parce que TF1 était une entreprise publique qui a été privatisée en 1986. Parce qu'elles étaient toutes publiques absolument. avant. Et puis à l'époque, il n'y avait pas ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire la floraison de sociétés de télévision privées. Je ne veux pas nationaliser ni BFM TV, ni télé, ni cette floraison, cette bouquet de télévision qu'il y a eu. Mais en revanche, TF1, c'est un cas... Parce que le service public a déjà 6 ou 7 chaînes sur la TNT, par exemple. C'est un cas particulier. TF1, c'est la première part de marché. Et dans des grandes démocraties comme le Royaume-Uni ou le Japon, la première chaîne de télévision, parce qu'elle a un impact majeur sur l'opinion publique, est une entreprise publique. Vous refaites La Voix de la France, non, cher à Pompidou? Ça sera une entreprise modèle en matière d'interactivité avec le public. Je veux notamment, par exemple, que vous savez, les boîtiers médiamétrie. C'est une entreprise, la TF1 Nouvelle, c'est une entreprise qui sera la voix des Français. C'est-à-dire que les Français pourront voter pour avoir, par exemple, tel débat politique, pour avoir telle personnalité qu'ils veulent voir ou d'autres qu'ils ne veulent pas voir. Ils reprendront en main la gestion de l'information. Il y aurait une majorité de télévision et de radio publiques avec votre système. Mais écoutez, de toute façon, vous savez bien que les télévisions, en ce moment, sont en train de perdre constamment des parts de marché au bénéfice d'Internet. En 2016, pour la première fois, les Français ont passé plus d'heures en moyenne chaque jour devant Internet que devant les télévisions. C'est un service que je rends à TF1. Et puis dans TF1 nouveau modèle, je voudrais aussi... Bien sûr que... Dans TF1, peut-être les actionnaires de TF1 ne sont pas d'accord. fait partie, évidemment. On va revenir un petit peu sur l'Europe, puisque, comme le disait Damien, colonne vertébrale de votre programme. On a vu cette Union européenne qui n'a jamais été autant contestée dans une présidentielle. Si on fait l'état des lieux de tous les candidats qui se présentent, on va dire presque 1 sur 2 veut remettre en question et en cause cette Europe. Qu'est-ce qui vous distingue du coup d'une Marine Le Pen? Sortir de l'euro, le référendum, retour à une monnaie. Alors Marine Le Pen distingue. Il y a une monnaie nationale pour tout ce qui est du quotidien, une monnaie plutôt commune pour tout ce qui est des rapports avec les entreprises et les grands groupes. Donc du coup, quelle est la patte, quelle est la distinction, Asselineau? Alors, Madame Le Pen, elle change de programme à peu près comme de chemisier. Je rappelle qu'en 2012, quand elle était candidate à l'élection présidentielle, allez regarder sa profession de foi. Nous l'avons mise en ligne et décortiquée sur notre site upr.fr, de même que la profession de foi de monsieur Dupont-Aignan. Il n'y avait pas un mot sur l'Union européenne et sur l'euro. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'avais créé l'UPR. Madame Le Pen, son parti politique, est un parti populiste et qui essaye en permanence d'attirer le maximum de gens sur des ambiguïtés. Monsieur Mélenchon fait exactement pareil avec son plan A, qui consiste à renégocier les traités, comme Madame Le Pen, qui propose de renégocier les traités. Et puis le plan B de Monsieur Mélenchon, ça change tout le temps. C'est pas un jour c'était il allait faire un référendum, après ça non, c'est le plan A maintenu, et puis après ça il paye plus. Enfin bon, bref, on n'y comprend rien. Vous savez, les Français sont des gens c'est le pays de Descartes, la France, et donc cartésien. Et puis c'est le pays de Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Moi, je suis le seul qui explique aux Français qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est de le dire, et de dire la seule façon juridique, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est ce que vont faire les Britanniques. Madame Le Pen... Il faut 2 ans, je crois. C'est 2 ans maximum. 2 ans maximum de négociation. Et au bout des 2 ans, si on n'est pas parvenu à un accord, le pays en sort de plein droit. Madame Le Pen, son programme, c'est celui de David Cameron. David Cameron, il avait dit on va renégocier les traités, puis ensuite on fera un référendum. Mais Madame Le Pen, elle ne précise absolument pas. C'est très vague ce qu'elle dit. Elle dit on va renégocier 4 souverainetés. Enfin, on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Pour moi, c'est simple. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. Il y a un joli proverbe turc que vous connaissez qui dit on n'est pas un peu enceinte. Voilà. Une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Ben là, c'est pareil. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. C'est la cause de tous les maux. Attendez, vous revenez sur votre question. Je termine avec cela. Donc, Madame Le Pen, elle ne dit absolument pas, c'est pas clair ce qu'elle veut, elle ne dit pas quand est-ce qu'elle va mettre en œuvre le référendum, elle ne dit pas d'ailleurs si elle sera satisfaite, elle ne dit pas non plus d'ailleurs, on ne sait pas si le référendum sera suivi des faits. Je rappelle que les Français ont été 55% à voter non au référendum de 2005, dont moi, et qu'on a constaté quoi? On a constaté que la suite des événements, c'est exactement comme si on avait voté oui. C'est-à-dire que depuis 2005, excusez-moi de le souligner,
Ça fait quand même 12 ans que la construction européenne est frappée d'une illégitimité fondamentale, un vice de forme, puisque les Français avaient dit non à ce référendum de 2005. Avec quel résultat pour vous, par rapport à vos propositions? Peut-être les Français, les téléspectateurs qui nous écoutent se disent « Oh là là, on va sortir de l'Europe ». François Asselineau, rassurez-nous, qu'est-ce qu'on va devenir si on sort de l'Europe? Bien sûr, alors déjà, ce que je voudrais dire... Ça fait peur. Je sais que ça fait... Mais attendez, bien sûr, je sais que ça fait peur. Mais le gouverneur de la Banque de France, il y a 2 jours, a dit si on sort de l'Europe, c'est la catastrophe. Oui, je sais bien, il est payé pour ça. Bon, il va pas dire le contraire. Bon, moi, il y a quand même quelque chose. Tout à l'heure, vous m'interrogez sur ma biographie. J'ai été délégué général à l'intelligence économique. Moi, je suis français. J'ai un appartement, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis français. Je ne vais pas proposer quelque chose qui mènerait à l'apocalypse. Le projet de l'apocalypse, c'est ce qu'on a dit aux Britanniques. Madame Lagarde, qui était la directrice générale du Fonds monétaire international, avait été allée voir les Britanniques quelques jours avant le référendum du 23 juin dernier, en disant si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça va être une catastrophe. Dans les jours qui viennent, avait-elle dit, les marchés financiers vont être déstabilisés, ça va être une apocalypse financière. C'est pas vrai. Il ne s'est rien passé. Ou plus exactement, la livre sterling, puisqu'ils n'ont pas l'euro, la livre sterling a perdu 10% de sa valeur à peu près. Résultat, les exportations ont connu une très forte croissance. Résultat, ils ont créé de l'emploi. Le chômage est tombé à 4,6%. Et beaucoup de grandes entreprises commencent à dire on va quitter Londres parce qu'on reste aussi dans l'Europe. Non, regardez la banque HSBC, regardez d'autres grandes entreprises britanniques qui disent on va relocaliser à Paris 1000 emplois. C'est ce que dit HSBC, par exemple. Mais s'ils le disent, mais ils l'ont pas fait. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que vous avez Nissan qui a décidé de créer une nouvelle ligne pour fabrication des cache-gars, Boeing, Google, Yahoo. Il y a au contraire, toutes les semaines, des grands investisseurs qui disent qu'ils vont investir au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, je voudrais dire aux Français qui m'écoutent, le Royaume-Uni n'a pas disparu dans l'apocalypse. Madame Theresa May, depuis ils sont toujours pas sortis pour l'instant. Ils vont lancer le programme, mais depuis, Madame Theresa May a reçu des quantités de propositions de traités de commerce venant de Chine, de Corée, d'Australie, de l'Inde, etc. Il y a des gens qui me font souvent ce procès, que vous allez peut-être me faire, qui consiste à dire, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez isoler la France. Mais pourquoi voulez-vous isoler la France? Puisque la France est un pays qui a toujours été très ouvert sur le reste du monde. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est isolée? Non. C'est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. Je disais chez un de vos confrères, il y a quelques jours, c'était le Fonds de commerce de la Suisse, qui a toujours été neutre. Il y a quelques jours. Et au milieu de l'Europe. Regardez la Norvège, regardez l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Il y a quelques jours, pas de grands pays comme la Grande-Bretagne ou la France. Mais aussi. Justement, la France est un très grand pays, donc la France pourra encore mieux se débrouiller dans le monde de nos jours. Votre autre arme politique, ça va être le référendum. Vous allez systématiquement demander aux Français de se prononcer par référendum sur les grandes questions? Non, pas systématiquement. Je propose, premièrement, de créer un référendum d'initiative populaire, un peu comme les votations qu'il y a en Suisse ou comme les référendums qu'il y a en Californie. Ça existe. Au bout de combien de demandes? 500 000? Il faudra 500 000 citoyens sur une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel pour voir qu'elle est bien constitutionnelle. Si 500 000 citoyens vont déposer en mairie leur signature et leur pièce d'identité, à ce moment-là, la question sera posée. Bon, il y aura sans doute des contraintes pour qu'il n'y ait pas des référendums tous les jours. Ça sera sur des grandes questions. Vous savez, le référendum qui a chassé De Gaulle de l'Élysée, qui est gaulliste. Moi, je ne suis pas, je fais souvent référence à Charles de Gaulle, mais le mouvement politique que j'ai créé ne se prétend pas gaulliste. Nous avons des gens venant de tous les horizons. Hier, par exemple, parmi les 6500 personnes, il y avait des membres du Parti communiste français qui sont montés à la tribune et qui ont eu le courage de dire qu'ils appelaient à voter pour moi parce que notre programme, c'est le programme qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 44, bien entendu remis au goût du jour de 2017, notamment. Le contexte n'avait quand même rien à voir à l'époque. Mais vous savez, le monde est en train de changer à toute allure. Actuellement, nous ne sommes plus dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Actuellement, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce sont souvent des pays qui ont été un peu à l'avant-garde de ce qui allait se passer dans le reste des pays occidentaux. Il y a quelque chose qui est très important. Je voudrais revenir à ce qui me distingue de Madame Le Pen. Les États-Unis, ça vous va, Trump? Écoutez, moi je ne suis pas américain. Monsieur Trump, il a l'air d'être une personnalité un peu fantasque. Bon, il a dit des choses, d'après les propos qui sont rapportés, qui ne me conviennent pas du tout, puisqu'il a tenu des propos qui seraient, paraît-il, misogynes, islamophobes, etc. Ça n'est pas ma tasse de thé. Mais
M. Trump, il a dit aussi des choses qui, elles, me conviennent. Par exemple, lorsqu'il dit que l'OTAN est une structure obsolète, je ne vais pas m'en indigner, je considère que c'est vrai et que nous devons sortir de ce bloc militaire qui nous entraîne au choc frontal vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis du monde arabo-musulman. Lorsque M. Trump dit qu'il est contre le TAFTA, le traité transatlantique, je ne vais pas être contre, je suis pour. Lorsque M. Trump félicite les Britanniques pour le Brexit et dit que l'Union européenne va se désintégrer, je ne vais pas dire que je suis contre, puisque c'est justement mes analyses. C'est pas seulement les analyses de M. Trump. L'un des plus grands cabinets d'intelligence économique américain, qui s'appelle Stratfor, a publié une enquête au début de cette année en disant l'Union européenne va exploser. Et c'est parce que depuis ma longue carrière, j'ai été réputé pour voir les choses à l'avance et les choses loin, que je propose aux Français, pendant qu'il en est encore temps, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avant d'être ensevelis sous l'échafaudage qui arrive. Quand Vladimir Poutine salue, rencontre Marine Le Pen, là vous dites quoi? Vous qui êtes plutôt partisan, qui aimait bien les propos ou les positions du président russe, vous applaudissez de main, vous dites bien joué? Je n'ai pas spécialement dit que j'aimais bien les propos du président russe. Nous sommes le seul mouvement politique qui se soit rendu en 2015 pour fêter le 70e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur Staline, parce que sur Hitler, parce que, comme mon grand-père me l'expliquait quand j'étais petit, ce sont les soviétiques qui ont battu Hitler avec la bataille de Stalingrad. Et j'estime que tout problème politique mis à part, il était du devoir des Occidentaux d'aller rendre hommage aux Soviétiques qui ont perdu des dizaines de millions de morts contre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Mais moi, ça, c'est le problème de Madame Le Pen. Madame Le Pen, à l'évidence, Poutine vient d'arrêter aujourd'hui 700 manifestants pacifistes dans les rues de Moscou parce que la manifestation était illégale. Mais moi, est-ce que je suis allé voir Poutine? Non. Madame Le Pen, elle a besoin de béquilles. Voilà. Madame Le Pen, c'est l'héritière d'une SARL paternelle. Elle a hérité de ça. Mais elle a besoin de béquilles. Elle a besoin de béquilles conceptuelles. Parce que c'est pas une femme de dossier. C'est connu dans le Landerneau. Donc elle a besoin, d'ailleurs, dès qu'il y a une émission politique un petit peu agressive, elle envoie Monsieur Philippot. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de se faire. Bon. Madame Le Pen, elle a besoin de béquilles médiatiques. Alors elle est allée voir le magazine Time. Vous vous rappelez, elle était allée à New York. Elle avait été adoubée par le magazine Time. Elle a besoin de la béquille de Monsieur Poutine. Elle a besoin de béquilles idéologiques. Elle a besoin de béquilles financières. Elle est allée chercher de l'argent aux Émirats Arabes Unis, auprès de banques russes. Mais moi, je n'ai besoin d'aucune béquille. Qui vous finance, justement? Nous, c'est... Parce que ça coûte cher de réunir 6500 personnes dans une salle. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. De monter un parti, etc. Ça coûte cher, c'est tout à fait exact, mais c'est tout à fait compatible avec notre budget, le budget de campagne. Vous savez, le budget de campagne pour l'élection présidentielle, le plafond est de 23 millions d'euros. Bon. Nous avons budgété 800 000 euros. Il y a de quoi faire sourire de pitié, peut-être. Mais nous, l'argent que nous avons, c'est uniquement et exclusivement l'argent de nos donateurs et de nos adhérents et de leurs cotisations. Qui sont-ils, ces donateurs? Vous donnez leur nom? Non, je ne vais pas donner le nom, mais sachez que le maximum est de 7 500 euros par an et que nous avons à peu près 4 ou 5 personnes qui nous donnent 7 500 euros sur les 20 000. Vous voyez, il y a quelques personnes fortunées. Mais nous n'avons pas... On dit beaucoup dans les rédactions, de ce que je crois savoir, que certains candidats, monsieur Macron pour ne pas le nommer, lorsqu'il va aux États-Unis ou au Royaume-Uni, rencontre des banquiers très riches qui lui donnent beaucoup d'argent. Moi, ça n'est pas le cas. J'ai lancé une collecte de fonds le 12 décembre dernier. Nous avons plus de 10 800 personnes qui ont participé à cette collecte de fonds. Depuis le 12 décembre, on a récolté plus de 1 million d'euros. Et nous avons budgété 800 000 euros pour la présidentielle et 1 million d'euros pour les législatives. Je suis convaincu qu'il va y avoir de grosses surprises au cours des semaines qui viennent et des grosses surprises le soir du premier tour. Et je pense, vous vous rappellerez cette émission, je pense que je vais être la surprise du premier tour. Donc vous pensez que vous fêterez vos 60 ans en septembre prochain à l'Élysée? Et pourquoi pas? Vous savez, 50% des Français ne savent plus pour qui voter, ne veulent plus, ils sont dégoûtés par la situation actuelle. La campagne a sombré c'est même pas de la médiocrité, c'est de l'infamie, avec des affaires qui sortent tout le temps. Les Français cherchent une offre nouvelle et les Français, ils veulent comprendre ce qui se passe. Moi, je leur propose tout ceci. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci de m'avoir invité. Sur LCI, le président de l'Union populaire républicaine. It has no stomach to risk our atomic reprisals.